أغادر اليوم وأنا مرتاح الضمير. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. À la une de l'actualité de ce mardi 2 avril. Marwan Charbel estime que la situation sécuritaire du pays s'est améliorée depuis la démission du gouvernement Miati, alors que les États-Unis conseillent à leurs ressortissants d'éviter le Liban. Avec plus de 6000 morts, dont un tiers de civils, le mois de mars a été le plus sanglant depuis le début de la révolte contre le régime du président Bachar el-Assad il y a 2 ans. Khaled Meshaal reconduit à la tête du Hamas à l'issue d'une longue réunion à huis clos au Caire. Il dirige depuis 2004 le mouvement islamique palestinien qui contrôle la bande de Gaza. Et dans ce journal, on ira aussi en Corée du Nord, la Corée qui annonce qu'elle va redémarrer toutes les installations de son complexe nucléaire de Yongbyon à l'arrêt depuis 2007. Objectif, renforcer son arsenal atomique et répondre à des pénuries d'électricité. Marwan Charbel estime que la situation sécuritaire du pays s'est améliorée depuis la démission du gouvernement Miati il y a une dizaine de jours. À l'issue d'une visite au siège des forces de sécurité intérieure à Ashrafiyeh, le ministre démissionnaire de l'Intérieur a appelé à la formation d'un gouvernement consensuel. Il a souligné qu'il pourra annoncer la durée du report des législatives une fois qu'une nouvelle loi électorale sera votée. Si une loi électorale mixte est adoptée, le ministère aura alors besoin de 6 mois pour préparer les élections. Charbel a par ailleurs indiqué que la situation politique avait compliqué les efforts déployés pour la libération des pèlerins chiites libanais enlevés en Syrie depuis bientôt 1 an. Le département d'État américain conseille à ses ressortissants d'éviter de se rendre au Liban. En cause, la violence sectaire, les enlèvements et la tension à la frontière syrienne. Un avertissement qui intervient après celui de septembre dernier. Il indique qu'une soudaine flambée de violence est toujours possible et que le gouvernement libanais ne sera pas capable de garantir la protection des citoyens et des visiteurs en cas de conflit. Selon le communiqué, les accès aux frontières, aéroports, routes et ports peuvent être interrompus sans préavis. Washington met aussi en garde contre les accrochages confessionnels et les affrontements à la frontière libano-syrienne. Et puis justement, 8 Syriens ont été enlevés par des hommes armés près de la ville frontière de Wadi Khaled dans le nord du Liban. Leurs ravisseurs exigent en échange la libération d'un Libanais supposé être entre les mains des forces syriennes. D'après les habitants de Wadi Khaled, des hommes ont attaqué un car transportant ces Syriens qui avaient, semble-t-il, franchi la frontière pour venir travailler au Liban. Au sein des services de sécurité, on indique que les forces armées libanaises ont dépêché des patrouilles dans ce secteur pour tenter de localiser les otages syriens et leurs ravisseurs. La frontière libano-syrienne est de plus en plus sous tension à mesure que la Syrie plonge dans la guerre civile. La Cour de cassation militaire a ordonné la libération de Naouf al-Hojairi, l'un des suspects dans les accrochages meurtriers avec l'armée à Herzl, c'était en février dernier. Il a été relâché contre une caution d'1 million de livres libanaises, soit 666 $. 4 suspects sont toujours en état d'arrestation. Ils ont tous présenté des demandes de libération. Souvenez-vous, 2 soldats avaient été tués début février dans des affrontements entre l'armée libanaise et des hommes armés à Herzl, une localité de l'est du Liban. Un incident qui avait provoqué une vague d'indignation et des mesures draconiennes de la troupe aux abords de la ville pour arrêter les coupables. Le cheikh salafiste Salem Rafaï, qui a échappé lundi à une tentative d'assassinat à Tripoli, assure que cette attaque ne l'empêchera pas de continuer à soutenir la révolte syrienne. Un homme armé a tiré dans sa direction mais ne l'a pas touché alors qu'il quittait la mosquée à Taouka. Rafaï, qui est l'une des figures islamistes les plus en vue, a affirmé que toute tentative de le tuer ne réussira pas à créer des dissensions confessionnelles. Selon lui, les responsables religieux de sa mosquée ont été les premiers à soutenir la révolution syrienne à travers des aides humanitaires et non en envoyant des combattants en Syrie, comme d'autres l'ont fait. Mars 2013 a été le mois le plus sanglant en Syrie depuis le début de la révolte contre le régime de Damas, le 15 mars 2011. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 6000 personnes ont été tuées dans les violences le mois dernier. Cela porte à 70 000 morts au moins le nombre de victimes depuis le début de l'insurrection. La communauté internationale a multiplié les sanctions pour tenter de faire céder Bachar el-Assad, mais ce dernier n'a toujours pas renoncé à son pouvoir.
L'opposition, elle, peine à rester unie et à s'exprimer d'une seule voix légitime sur la scène internationale, comme à l'intérieur même du pays dont elle veut prendre les rênes. Et puis à Damas, la synagogue Jobar, vieille de 2000 ans, a été mise à sac et incendiée. Une fois de plus, les forces du régime et les rebelles se rejettent la responsabilité de la destruction de la synagogue historique. L'édifice aurait été construit à l'emplacement où le prophète Elijah a désigné son successeur en la personne du prophète Elisha. Le temple avait déjà été partiellement endommagé par des obus de mortier tirés par l'armée régulière début mars. Selon les rebelles, les forces du régime ont dévalisé la synagogue avant de l'incendier. Damas, pour sa part, accuse les insurgés d'avoir mis le feu à l'édifice et des agents sionistes d'avoir organisé le vol des objets religieux plusieurs semaines à l'avance. Dans un instant, nous ferons le point sur la situation politique en Italie, toujours sans gouvernement, 5 semaines après les élections législatives. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV, Khaled Meshaal reconduit à la tête du Hamas à l'issue d'une longue réunion à huis clos au Caire. Il dirige le mouvement islamique palestinien depuis 2004, année de la mort de son fondateur, le cheikh Ahmad Yassine, tué par Israël. Né à Ramallah, en Cisjordanie, Khaled Meshaal s'est rendu dans la bande de Gaza pour la première fois en décembre dernier, où il a affirmé que le Hamas ne reconnaîtrait jamais Israël. Avant cette visite, il n'était plus retourné en territoire palestinien depuis la guerre des 6 jours, en 1967. Longtemps installé en Syrie, il a quitté Damas en raison de sa rupture avec Bachar el-Assad, auquel il reproche son attitude à l'égard du soulèvement contre son régime. Un détenu palestinien de haut niveau est condamné à perpétuité et décédé à l'âge de 64 ans d'un cancer de la gorge dans une prison israélienne. Le décès de Maïsara Bouhamdiye a immédiatement déclenché des mouvements de protestation dans au moins 4 établissements pénitentiaires où sont détenus des prisonniers politiques palestiniens. Le président palestinien Mahmoud Abbas a accusé le gouvernement Netanyahou d'être responsable de la mort du détenu, décédé dans un hôpital de Beersheva dans le sud d'Israël, où il avait été transféré ce week-end. Ce haut cadre des forces de sécurité du mouvement nationaliste Fatah avait été arrêté en 2002 et condamné à la prison à vie pour tentative de meurtre. Une procédure de libération était en cours en raison de la détérioration de son état de santé. Direction Le Caire, où des chauffeurs de taxis égyptiens ont brisé les portes du ministère des Finances lors d'une manifestation contre le système d'emprunt mis en place pour acheter leur voiture. Certains chauffeurs critiquent le gouvernement pour n'avoir toujours pas remplacé leur modèle vétuste par de nouvelles voitures équipées de compteurs. Munis de bâtons et de chaises, les employés du ministère ont empêché les manifestants d'entrer dans le bâtiment. Depuis 4 ans, le gouvernement remplace les anciens taxis noirs et blancs, souvent importés de l'ex-URSS, par de nouveaux modèles blancs, en majorité asiatiques et moins polluants. Certains véhicules de moins de 30 ans ne sont toutefois pas éligibles à ce programme. En bref, dans le reste de l'actualité de ce mardi, dans la prison américaine de Guantanamo à Cuba, des dizaines de détenus observent une grève de la faim pour dénoncer les conditions de détention. Un mouvement initié il y a plusieurs semaines et qui prend de l'ampleur. Selon les autorités, 37 des 166 prisonniers ont arrêté de se nourrir. Les grévistes disent avoir été victimes de mauvais traitements. Ils évoquent aussi des cas de profanation d'exemplaires du Coran par des gardes. Depuis 2001, cette prison accueille des personnes accusées de terrorisme. Incendie meurtrier dans une école musulmane en Birmanie. Au moins 13 adolescents sont morts cette nuit lors de ce sinistre qui a ravagé l'établissement à Rangoon. Une panne électrique serait à l'origine du feu, mais des rumeurs faisant état d'un acte criminel visant les musulmans ont rapidement circulé, suscitant l'inquiétude des autorités. Cet incident intervient en effet dans un contexte de violence religieuse entre musulmans et bouddhistes qui ont fait 43 morts le mois dernier. Et puis au Pakistan, c'est à coups de mortier et de lance-roquettes que plusieurs dizaines d'hommes armés ont attaqué une centrale électrique de Peshawar. Bilan, 7 morts, dont 5 personnes qui ont été enlevées et dont les corps ont été retrouvés criblés de balles. Cette opération n'a pour l'instant pas été revendiquée, mais les talibans pakistanais proches d'Al-Qaïda ont menacé d'avoir recours à la violence avant les élections législatives du 11 mai. Ce sont des chiffres inquiétants selon l'agence statistique officielle de l'Union européenne. Le taux de chômage dans la zone euro atteint les 12%, un niveau jamais atteint auparavant. Plus de 19 millions de personnes sont désormais sans emploi dans la zone euro. C'est 1,775 million de chômeurs de plus par rapport à février 2012. Ce sont les jeunes qui sont le plus touchés par ce chômage de masse. Au mois de février 2013, le taux de chômage des moins de 25 ans
a atteint 58,4% en Grèce et 55,7% en Espagne. L'Italie va-t-elle réussir à sortir de l'impasse politique? 5 semaines après les élections législatives, le pays n'a toujours pas de gouvernement. Pierluigi Bersani a jeté l'éponge et c'est désormais à un groupe de 10 experts de tenter de trouver des solutions à cette crise. Ils sont reçus aujourd'hui par le président de la République, Giorgio Napolitano, qui a choisi de nommer des personnalités de tous bords et des représentants des grands partis politiques. Aucune femme en revanche, ce qui a valu au chef de l'État d'essuyer certaines critiques. Ces 10 experts seront divisés en 2 groupes de travail. Le premier va se concentrer sur les réformes institutionnelles, alors que le second est chargé des mesures économiques. Objectif, trouver un consensus d'ici 10 jours et obtenir le soutien des différents partis qui sont engagés pour l'instant dans un véritable dialogue de sourds. C'est l'annonce du jour. En Corée du Nord, le régime de Kim Jong-un va remettre en marche son réacteur nucléaire de Yongbyon. Une nouvelle qui fait grincer des dents dans le sud de la péninsule. Pékin appelle à la retenue. C'est une nouvelle étape dans son bras de fer avec la communauté internationale. Pyongyang envisage de remettre en marche son réacteur nucléaire de Yongbyon, arrêté en 2007. Le régime nord-coréen n'est pas à une surenchère près après avoir officiellement déclaré la guerre à son voisin du Sud. À Pékin, l'annonce nord-coréenne suscite des regrets. Nous avons noté les annonces de la Corée du Nord et exprimé nos regrets. Nous appelons toutes les parties concernées à garder leur calme et à faire preuve de retenue. La situation actuelle dans la péninsule coréenne est compliquée et sensible. Réaliser la dénucléarisation de la péninsule coréenne et protéger la paix et la stabilité de la péninsule et de l'Asie du Nord-Est. Ça a toujours été la position de la Chine. La Chine, premier partenaire commercial de Pyongyang, n'a pas pu s'opposer en février dernier à un renforcement des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU à l'égard de la Corée du Nord, et ce après le 3e essai nucléaire du régime de Kim Jong-un. Les experts estiment que Pyongyang dispose de suffisamment de combustible pour construire entre 4 et 8 bombes nucléaires. Le réacteur de Yongbyon pourrait lui permettre d'extraire du plutonium en plus grande quantité. La Corée du Sud ne peut que déplorer. Si l'annonce est vraie, c'est très regrettable. La Corée du Nord doit honorer les engagements et les accords afin de dénucléariser la péninsule coréenne. Notre gouvernement va suivre la situation de près. À Tokyo, l'annonce nord-coréenne a également été commentée. Si la Corée du Nord redémarre son réacteur nucléaire, c'est une violation des négociations multilatérales et des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est une provocation. Nous devons réagir prudemment. Le Japon va coopérer avec les États-Unis, la Corée du Sud, la Russie et la Chine pour être sûr que la Corée du Nord tient ses promesses en coopérant avec la communauté internationale. Washington garde aussi un œil sur Pyongyang. L'USS Fitzgerald a été envoyé au sud-ouest de la péninsule pour intercepter d'éventuels missiles, même si une frappe militaire nord-coréenne contre les États-Unis reste peu probable. Le porte-parole de la Maison-Blanche se veut rassurant. Malgré la rhétorique très dure employée par Pyongyang, nous ne voyons aucun changement dans l'attitude militaire de la Corée du Nord, que ce soit par une mobilisation à grande échelle ou dans le positionnement de ses forces. Nous n'avons pas vu d'action venir appuyer cette rhétorique. Ce que cette absence de lien entre la rhétorique et les actions signifie, ce sera aux experts d'en juger. Hier, l'armée de l'air américaine a déployé ses avions de chasse furtifs F-22 dans le cadre des manœuvres américano-sud-coréennes. Des manœuvres annuelles au large de la Corée du Sud qui doivent durer jusqu'au 30 avril. Le chef de la diplomatie sud-coréenne, Yoon Byung-se, doit rencontrer ce soir à Washington son homologue américain John Kerry pour s'entretenir des tensions croissantes dans la péninsule. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Marwan Charbel estime que la situation sécuritaire du pays s'est améliorée depuis la démission du gouvernement Miyati, alors que les États-Unis conseillent à leurs ressortissants d'éviter le Liban. Avec plus de 6000 morts, dont un tiers de civils, le mois de mars a été le plus sanglant depuis le début de la révolte contre le régime du président Bachar el-Assad il y a 2 ans. Khaled Meshal reconduit à la tête du Hamas à l'issue d'une longue réunion à huis clos au Caire. Il dirige depuis 2004 le mouvement islamique palestinien qui contrôle la bande de Gaza.
Et puis la Corée du Nord annonce qu'elle va redémarrer toutes les installations de son complexe nucléaire de Yongbyon, à l'arrêt depuis 2007. L'objectif, renforcer son arsenal atomique et répondre à des pénuries d'électricité. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée. أغادر اليوم وأنا مرتاح الضمير